Bonjour Alexandra Dublanche. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, vous êtes une élue Les Républicains de cette région et vous êtes plus particulièrement en charge du développement économique. Et vous avez mis en place une plateforme, un programme, je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler, qui s'appelle Entrepreneur Leader. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Nous sommes partis du constat qu'un quart des entreprises créées le sont en Île-de-France, mais ces entreprises sont moins riches en emplois et moins pérennes dans le temps, et avec certains publics qui sont un peu tenus à l'écart de cet entrepreneuriat, à savoir les femmes, les personnes qui vivent dans les quartiers politiques de la ville ou encore les demandeurs d'emploi. Donc nous avons mis en place ce programme qui permet un parcours vraiment du créateur-repreneur. Pour ceux qui sont déjà des créateurs, mais pas forcément pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche. Si on commence avant, justement, pour accompagner ceux qui ont un projet, pour les accompagner dans le temps et justement pour augmenter la pérennité et le nombre d'emplois créés in fine. Avec des objectifs très concrets, on passait à 25% de créateurs-repreneurs accompagnés en Île-de-France. La moyenne française est à peu près à 20% et pour l'instant, on est à peine à 12%. Donc c'est environ 15 000 repreneurs. Quand vous dites 12%, ce sont les créateurs d'entreprises, de start-up, comme on dit, qui ont une sorte de tutelle, un parrainage. Voilà, exactement, par des associations, par la CCI, etc. Et comment se fait-il qu'il soit si faible, ce chiffre? 12%, c'est effectivement un créateur sur 10, c'est effectivement très faible. Oui. Et justement, on veut plus les accompagner et également dans tous les territoires. Mais les gens n'ont pas le réflexe, ne connaissent pas. Il y a aussi un problème de lisibilité des dispositifs. C'est ce qu'on essaye de simplifier également. Et ça, c'est le cas dans toutes nos politiques régionales à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, de simplifier, de faciliter l'accès également à ces dispositifs. Et donc, comme je vous disais, on vise des publics spécifiques, les femmes, qui représentent à peine 39% des publics accompagnés. On veut atteindre 50%, ce qui devrait être la logique. Et également les personnes qui vivent dans les quartiers politiques de la ville, où on est environ à 10%, veut atteindre 15%. Vous dites un créateur sur 4 seulement en Île-de-France, 27% je crois précisément. Oui. C'est beaucoup moins que la part de l'Île-de-France dans la création de richesse française. D'où vient ce décalage? Oui, alors on est à peu près à 30% du PIB en Île-de-France. Oui, et effectivement, c'est moins. Et nous, on veut encourager cela et c'est tout ce que l'on fait avec Valérie Pécresse à la région pour favoriser cette création d'entreprise. C'est quoi? C'est ces quartiers dont vous parlez, dans lesquels l'accès à ce type d'activité est difficile? C'est lié à d'autres motifs, au fait qu'il y a des très grandes entreprises et pas de place pour les petites? Alors c'est quand même bien plus important que la moyenne française, puisque c'est 20% qui créent leur boîte dans le reste de la France. Donc on est quand même, dans les proportions, on est quand même au-dessus de la moyenne française, ce qui est normal. L'attractivité territoriale est un enjeu évidemment crucial pour la région Île-de-France. Est-ce que la possibilité de créer des entreprises fait partie de ces critères d'attractivité? Tout à fait, c'est ce que nous revenons du CES avec Valérie Pécresse, c'est ce que nous avons essayé de faire. Le CES, c'est le salon de l'électronique à Las Vegas. Consumer Electronic Show à Las Vegas, où nous sommes allés à la fois pour valoriser nos pépites franciliennes, pour les aider à l'export, mais également pour attirer des start-up étrangères à s'installer en Île-de-France. Il y a beaucoup de start-up françaises à Las Vegas. La France s'en glorifie beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises. On sait que par exemple Valeo est très présente là-bas, mais beaucoup de toutes petites entreprises, peu de moyennes et pas de grandes. D'où ça vient? Alors nous, c'était un peu différent sur le stand Île-de-France puisque nous sommes partis avec 3 grands groupes, PSA, Total par exemple, ou La Poste, qui ont amené aussi des start-up puisque ces entreprises essayent aussi de se moderniser. Mais ces entreprises que vous évoquez ne sont pas des entreprises qui font partie de l'univers de l'électronique, du digital, du numérique. Elles vivent ces grandes transformations, mais elles ne sont pas créatrices de transformations. D'où ça vient? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, La Poste travaille énormément sur ces problématiques de numérisation. L'Engie également, en aidant aussi, mais par le biais de start-up qu'elles soutiennent, effectivement, pour créer de nouveaux services. Et nous, c'est ce qu'on veut encourager pour créer de nouveaux services pour les Franciliens. Oui, la fiscalité fait partie des problèmes d'attractivité en France? Oui, même si les choses s'améliorent, bien évidemment. Et nous, on essaie d'agir à notre niveau à la région en proposant des aides. Par exemple, on a annoncé des aides pour les entreprises étrangères pour qu'elles viennent s'implanter. On a aussi fait une politique très active post-Brexit pour attirer des emplois en Île-de-France, de la croissance. Il paraît que ça agace un peu les Anglais, mais ça, oui, j'ai vu ça. Dans le grand programme de transformation et de réforme sociale en France, Emmanuel Macron a fait passer l'acte 1, les ordonnances sociales. Oui. Il est en train d'essayer d'implanter l'acte 2 et en particulier la réforme de l'apprentissage qui provoque beaucoup de tensions. Les régions ne veulent pas lâcher leurs prérogatives. Les chefs d'entreprise, le patronat, ne veulent pas lâcher les leurs.
qu'est-ce que les régions ont comme légitimité, à votre avis, par rapport au patronat, c'est-à-dire à des gens qui vont former dans leurs entreprises, des gens qui travailleront ensuite dans leurs entreprises? Alors déjà, je voudrais dire que ce n'est pas un problème d'ego. Les régions ne se battent pas par ego pour récupérer l'apprentissage. C'est bien que vous le précisiez parce qu'on se demandait quand même un peu. Voilà, alors il y a deux choses. C'est que déjà, on se rend compte que quand les régions font le boulot, ça marche au niveau de l'apprentissage. Là, avec Valérie Pécresse, on vient d'avoir une augmentation de 6% de l'apprentissage en Île-de-France. On bat les records de nombre d'apprentis en Île-de-France. Mais cet apprentissage, il se fait à la fin des fins, il se fait en alternance avec des entreprises. Est-ce que c'est vous qui devez être, vous les régions, je veux dire, leaders sur ce genre d'activité? Notre crainte, si les branches récupèrent l'apprentissage, c'est que certaines branches très structurées n'auront aucun problème, tel bâtiment, mais d'autres branches poseront vraiment un problème. Et par exemple, les artisans commerçants sont très anxieux puisqu'ils savent que leur branche n'est pas aussi structurée et donc ils auront beaucoup plus de mal pour l'apprentissage. Et je pense encore une fois que lorsqu'on fait le travail, les régions ont des résultats et on le prouve tous les jours avec Valérie Pécresse. Et là encore récemment, on a introduit des critères de performance, par exemple pour les CFA, on est plus flexible dans les ouvertures, fermetures de CFA. Bref, si on nous confie les rênes et qu'on est actif, c'est certain. Là, ça marche. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. Je veux dire, les négociations ont été tendues par les régions. Et puis, ça s'est réglé ce week-end. Hervé Morin était là il y a 2 jours, le patron des régions françaises, pour dire en gros qu'elles avaient gagné, les régions. Et là, c'est le patronat qui quitte la table de négociation. Donc, l'apprentissage, c'est pas pour tout de suite. Bah oui, nous, en tout cas, on se battra jusqu'au bout parce qu'on pense vraiment qu'on peut faire des choses très concrètes. Et le but, voilà, c'est qu'il y ait plus d'apprentis. Il y a 72% des apprentis qui ont un emploi à la fin. C'est extrêmement important de développer l'apprentissage en France. Et il ne suffit pas de le dire, comme le font tous les politiques, mais de le faire. On parlait des start-up il y a un instant. Vous avez créé, vous, une start-up. Fédéravox, c'est une entreprise, vous avez fait ça avec votre mari, et c'est une entreprise qui a eu son heure de gloire au moment de la campagne présidentielle. C'est une entreprise, c'est un logiciel, c'est un programme qui aide à la bonne fabrication d'une campagne électorale, si je puis dire. C'est un modèle que vous avez importé des États-Unis? Tout à fait. J'ai étudié et travaillé aux États-Unis. Je travaillais sur plusieurs campagnes américaines. C'est Barack Obama qui avait été célèbre pour avoir digitalisé, entre guillemets, sa campagne. Exactement. Et donc, on a apporté ce modèle-là de ciblage des électeurs qu'on avait mis en route pour Valérie Pécresse, puis François Fillon pendant les primaires. C'est-à-dire que ça identifie les électeurs qui ont été touchés par votre message, ceux qui ne l'ont pas été, ceux qui sont réticents, sur lesquels il faut retravailler, c'est ça le programme? Plutôt, ça explique là où il faudrait aller en priorité pour toucher les électeurs et diffuser au mieux le message du candidat. Ça ne marche que pour les élections ou ça marche aussi pour faire du commerce, par exemple? Non, je pense que les entreprises sont bien plus développées, ont beaucoup plus de données à ce niveau-là, donc on est plutôt que sur des élections et des campagnes électorales. L'Europe est en train de pousser un programme et d'implanter un programme qui devra se mettre en France très rapidement en place pour protéger les données personnelles, pour que les entreprises puissent garantir à chacun que ces données personnelles ne sont pas utilisées ou ne peuvent pas être volées ou distribuées n'importe comment. C'est un enjeu majeur? Je pense, et effectivement, il y a une grande différence avec les États-Unis où, par exemple, on parlait de campagne, les campagnes ont 6000 informations à peu près sur chaque personne. Par leur carte bleue, on sait que vous lisez l'Opinion ou tel autre journal, etc. Et je pense qu'en France, voilà, c'est préférable. Bien de limiter ça? Oui. Même si c'est un frein à la croissance. Alors je pense qu'en France, on est dans l'extrême inverse, donc un juste milieu serait quand même efficace. Ça arrive souvent, la recherche du juste milieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexandra Dublanche.